Alors, qui des voitures électriques ou des thermiques émet le plus de poussière de frein? J'ai pas lu l'article, mais je dirais que c'est les thermiques parce qu'on freine moins avec un électrique à cause de la régène, enfin grâce à la régène plutôt. Vous avez encore des doutes sur les bienfaits écologiques de la VE? Comme les détracteurs ne savent plus quoi inventer, ils cherchent de nouvelles sources de pollution. Mais cette étude va vous rassurer. On dispose désormais des chiffres précis qui montrent que les voitures émettent beaucoup moins de poussière de frein que les thermiques. 83% de moins. D'accord? Alors ils vont nous sortir les pneus qui émettent plus de poussière de pneus, car elles sont plus lourdes. Voilà. Les seuls arguments du coup qui vont subsister. C'est sûrement vrai, mais bon. 83% de poussière de moins, 0% d'émissions à sortie d'échappement. Même si elles émettent plus de poussière de pneus, honnêtement, ça compense pas. Hein. Les poussières de pneus restent inférieures à tout le reste, quoi. Hein. Alors, étude récente menée par les chercheurs de EIT Urban Mobility, organisme lié à l'UE, et de Transport for London viennent de livrer des conclusions. L'analyse montre que les voitures 100% électriques émettent en moyenne 83% de poussière de frein en moins que les thermiques. Bah, c'est logique, de toute façon. On freine beaucoup moins avec une électrique. Ceux qui n'ont jamais testé un VE ne peuvent pas comprendre, en fait. C'est vraiment un autre monde, je vous le dis. Hein. Même si vous êtes anti-VE, essayez-en au moins une, voire, pour vous rendre compte de comment c'est, quoi. Et après, si vous continuez de critiquer, ben, faites-le, mais au moins vous aurez testé, quoi. Voilà. Ce résultat s'explique en grande partie par le freinage régénératif, un dispositif propre aux véhicules électrifiés qui permet de récupérer de l'énergie au ralentissement. Le tout sans solliciter de plaquettes de frein. Résultat, moins de friction, moins de particules. Sur les véhicules hybrides et les hybrides rechargeables, les gains sont moindres. Entre 10 et 88%. Une réduction pour les hybrides et jusqu'à 66% pour les hybrides rechargeables. Ça dépend de la conduite et tout, etc. Alors, l'usure des pneus, justement, ils en parlent. Les véhicules électriques sont souvent plus lourds. Une différence estimée à 20% en moyenne. Cette masse supplémentaire pourrait théoriquement entraîner une usure des pneumatiques accrue. Mais ce surpoids n'est pas toujours aussi marqué. À titre d'exemple, une Model 3 est à peine 5% plus lourde qu'une BMW série 3 thermique. C'est donc au cas par cas. Même en tenant compte d'une usure potentiellement plus importante des pneus, les VE restent plus propres. Dans leur conclusion, les chercheurs précisent que les poussières de frein sont bien plus volatiles et bien plus dangereuses pour les voies respiratoires que les microparticules issues des pneus. Si on cumule ces différents éléments, les véhicules électriques produisent 38% d'usure en moins, freins, pneus et chaussées cumulés, que les thermiques. Si on prend en compte les émissions par personne kilomètre, une électrique avec 2 passagers est plus performante qu'un 2 roues utilisé en solo. Par ailleurs, l'étude ne se limite pas aux voitures. Elle rappelle que les transports publics réduisent encore plus fortement les émissions non liées à l'échappement, jusqu'à 5 fois plus que le simple passage à l'électrique. Les bus électriques notamment offrent un excellent compromis entre capacité de transport et faible émission. L'analyse a été conduite dans 3 grandes villes, Londres, Milan et Barcelone. Mais les VE ne suffisent pas à rendre l'air de nos villes plus pur. En effet, ce rapport nous rappelle une autre étude publiée à propos de la qualité de l'air à Oslo, en Norvège, un pays connu dans le monde entier pour sa politique exemplaire en VE. Par contre, cette ville fait toujours face à des problèmes de pollution. Ah bah, le chauffage à cause du froid, voilà, tout simplement. Il caille là-bas. En conclusion, les auteurs de l'étude formulent plusieurs recommandations. Continuer à favoriser l'électrification du parc automobile, mais aussi encourager les solutions de mobilité douce. Ils alertent également sur la tendance à la surdimension des véhicules, notamment les SUV, qui aggrave le problème de poids, et donc l'usure des routes. Enfin, ils suggèrent de développer des composants à faible émission, comme des disques de frein en matériaux composites et de pneus durables. Ah, et moi je suis d'accord, hein, de toute façon, même les VE de 2 tonnes 2, 3, 4, en vrai, tous les VE de plus de 2 tonnes, c'est honteux, quoi. On peut accepter, on va dire, 2 tonnes maxi, allez, parce que les batteries sont lourdes. Mais plus, c'est pas très justifié. Hein. Quand je vois des Volkswagen ID4 ou 5 qui sont à 2 tonnes 2, 2 tonnes 3, ou même l'Alpine, hein, 2 tonnes 2 quasiment, l'Alpine A390 qui a été présentée récemment, là, c'est juste une honte, désolé. Hein. Surtout pour Alpine qui fait des véhicules légers, quoi. Bon, en tout cas, voilà, ça fera du grain à moudre en moins pour les pros thermiques anti-VE. Et non, les poussières de frein, eh ben, on freine quasi jamais avec la pédale sur les VE, donc bah, forcément ça s'use moins, quoi. Qu'allez-vous à répondre à cette étude? Vous allez dire que c'est une fausse étude payée par l'UE peut-être, qui n'est pas objective? Ouais, bah, je l'attends dans les commentaires cette phrase de toute façon. Hein. Bref. Alors voilà comment BYD arnaque le monde entier avec ses chiffres de vente. Il propose des voitures d'occasion avec 0 km. Dans sa course effrénée pour devancer l'américain Tesla, BYD est aujourd'hui visé par une enquête officielle du ministère de Commerce en Chine, en cause des ventes artificielles de véhicules électriques, maquillées pour capter des aides publiques tout en embellissant les bilans mensuels. Une méthode controversée qui pourrait bien ternir l'image de celui qui a tout pour devenir le nouveau champion électrique. Le stratagème propose une manœuvre simple, mais habile.
Selon un rapport relayé par Reuters, des milliers de véhicules électriques dont le compteur affiche 0 km ont été repérés sur le marché de l'occasion. Pourtant, ces voitures n'ont jamais roulé. Elles n'ont jamais eu de propriétaire réel et conservent leurs attributs typiques d'un modèle neuf. Plastique de protection, odeur d'usine, état impeccable. La combine consisterait à immatriculer temporairement les autos pour les faire passer comme vendus à des concessionnaires complices. Une fois cette première étape franchie, les constructeurs peuvent prétendre aux subventions gouvernementales allouées aux ventes de véhicules neufs. Ces voitures sont ensuite rapidement basculées dans le circuit d'occasion à des prix attractifs, faussant ainsi la réalité du marché. S'il est confirmé, ce mécanisme mettra en lumière un détournement des aides publiques, avec à la clé un préjudice économique pour l'État chinois. Il soulève aussi une inquiétude plus large sur la fiabilité des chiffres de vente publiés par certains groupes automobiles, comme BYD. Selon le rapport, environ 4000 concessionnaires seraient concernés par ce scandale, notamment via des ventes réalisées en ligne. Le gouvernement n'a pas encore officiellement nommé les entreprises en infraction. Toutefois, les autorités ont convoqué BYD, Dongfeng et plusieurs organisations professionnelles pour une réunion à huis clos. Pékin ne veut pas ternir l'image d'une industrie automobile en plein développement, mais souhaite tout de même faire la lumière sur cette pratique qui ressemble sérieusement à une fraude massive aux aides publiques. Voilà, c'est pas bien ça. Si en apparence les constructeurs chinois semblent en pleine forme, tout n'est pas aussi rose. Wei Jiangjun, PDG de Great Wall Motors, estime que l'industrie court à sa perte si elle continue à privilégier les volumes à tout prix. Il fait le parallèle avec Evergrande, le géant de l'immobilier chinois, aujourd'hui en faillite. Selon lui, Evergrande existe déjà dans l'industrie automobile, mais ne s'est pas encore effondré. Eh ben c'est pas Jojo ça, BYD. Dis donc, je pensais pas ça d'eux. Vous voyez, ils sont décevants. Déjà que chez nous, ils nous massacrent avec leurs voitures qui sont pas chères en Chine et qui sont 4 fois plus chères en France et en Europe, globalement. Si en plus ils trafiquent les ventes, ça va pas du tout, hein. Franchement, si je devais acheter une voiture d'un groupe chinois, j'irais plutôt vers MG, je pense. BYD, je dirais même à éviter, quoi. Eh ben, ça va pas redorer leur image, ça, hein. C'est des tricheurs, hein. En plus de nous pigeonner en Europe, là. Votre avis là-dessus? Peut-on conduire toutes les voitures électriques avec un permis boîte automatique? Ah bah là, évidemment, on a une Rimac Nevera, hein, forcément. Le permis BEA a été introduit en 97, mais il est devenu populaire à partir des années 2010, notamment grâce à l'essor des voitures automatiques et donc électriques. Bonne nouvelle, la quasi-intégralité des voitures électriques sont compatibles avec ce permis. Pourquoi? Parce qu'une voiture électrique n'a pas besoin de boîte manuelle. Alors attends, parce que quasi-intégralité, pourquoi pas intégralité en fait? Ça veut dire qu'elle a pas un embrayage. Là, on appuie sur quelques exceptions très exotiques qui sont des modèles rétrofit, encore équipés de leur boîte manuelle. Ah oui, d'accord, ok. Oui, bon. Alors, de la petite Twingo à la Rimac Nevera en passant par le modèle 3 Performance, un BEA vous permet donc de prendre le volant sans limite de puissance. L'avantage est une formation plus courte puisqu'il nécessite un minimum de 13 heures de conduite, contre 20 pour le permis B classique. Attention cependant, électrifié ne veut pas dire électrique, et les véhicules hybrides à boîte manuelle ne sont pas autorisés. Si un jour vous souhaitez conduire des boîtes manuelles, vous pouvez faire une formation courte de 7 heures. Sans remplacer le permis, il faut juste attendre 6 mois après l'obtention du BEA pour faire cette formation. De toute façon, je pense que le permis boîte auto va se généraliser dans le futur, hein. Avec l'essor des VE et tout, c'est évident quoi. Par contre, c'est vrai que est-ce qu'il faudrait pas faire une formation qui s'ajouterait au permis pour pouvoir conduire des voitures de, je sais pas, 800 à 1000 chevaux quoi, comme la Rimac, comme la Sucette de Xiaomi Ultra là, la Model S Plaid et tout. Est-ce qu'il faudrait pas rajouter une petite formation de 2-3 heures vite fait là, sur circuit, pour avoir des bases de pilotage quand même un minimum? Ou alors, en vrai, même si c'est pas sur circuit, en simulateur avec une voiture puissante, tu fais un chrono, voir un peu tes réflexes. Bon après, c'est sûr, hein, normalement on doit pas dépasser les limites de vitesse sur route, en ville, etc. Mais ça accélère tellement fort, c'est ça le truc surtout. Imaginez la personne qui a réussi à obtenir son permis, boîte automatique, et qui manque un peu de réflexe quand même avec des voitures super puissantes, et qui se retrouve avec ça dans les mains un jour, pour une raison ou une autre, bah, c'est l'accident en fait. Qui n'arrive pas à doser, etc., l'accélération. Bon, moi je suis partant pour voilà, un permis spécial voiture 1000 chevaux, etc. Quel est votre avis, vous?